Le sujet, c'est oser briser le cercle des reproches avant qu'il n'éloigne durablement votre conjoint, votre conjointe. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer d'imaginer la scène. Et peut-être qu'elle est très récente pour vous. C'est la fin de la journée, vous rentrez chez vous avec l'envie sincère de passer un bon moment. Et puis, il y a cette petite phrase, ce détail, cette remarque. Alors, remarque, reproche, on sera forcément pas très loin. Tu as encore oublié deux points de suspension. C'est toujours moi qui, point de suspension. Et là, normalement, vous connaissez bien ça. Il y a en une fraction de seconde, l'atmosphère change. Alors, c'est pas toujours une explosion, d'accord? Ça peut pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être au contraire, vraiment, je me referme. Eh bien, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est une déconnexion dans la relation. Et là, il va y avoir un mur qui va commencer à se construire. Il y a le froid qui s'installe et il va y avoir une espèce de sentiment de solitude alors que vous êtes dans la même pièce, dans le même espace de vie. Alors, bien évidemment, face à tu as encore oublié deux, qu'est-ce que on va faire? On va essayer d'expliquer, on va essayer de se justifier. On va même montrer que, en fait, on a raison d'avoir oublié deux. Et quand l'un va parler de plus en plus, généralement, qu'est-ce qui se passe en face? L'autre s'éloigne aussi de plus en plus. Donc, peut-être que vous êtes ici et que vous avez vraiment ce sentiment d'être épuisé, d'avoir raison tout seul, ou que l'autre, il ait raison tout seul. D'autres vont se sentir aussi épuisés, de se sentir visés, pointés du doigt. Et la question qui va être présente quotidiennement, c'est la même. Est-ce qu'on s'aime encore pour que cette dynamique de reproche, d'attaque, il y en a même qui le vivent vraiment comme des attaques, est-ce qu'on s'aime assez pour qu'on arrête vraiment ce jeu? Alors, jeu, c'est pas un jeu où on prend du plaisir pour jouer, mais c'est des jeux de pouvoir, c'est des jeux de qui a raison, qui a tort. Et puis, c'est vraiment important de comprendre que euh, ce n'est pas que l'amour qui va faire que ça va s'arrêter. On va en parler. Parce qu'en fait, on peut aimer. Et je suis sûre que vous connaissez ça, mais je l'aime, mais je lui fais quand même des reproches. Ou il ou elle me dit qu'il m'aime, qu'elle m'aime, et il ou elle me fait quand même des reproches. Donc, quelques mots sur moi. Je suis Céline Domecq, je suis thérapeute, conférencière et surtout experte dans les relations de couple depuis 15 ans. J'accompagne les hommes, les femmes, les couples, que ce soit en individuel ou à deux, à vivre une relation plus épanouie et harmonieuse avec une approche unique. Mon approche, c'est quoi? Elle est à la croisée des chemins de la science, de la thérapie, du coaching, de la psychopédagogie. Et en fait, j'ai décidé de vous accompagner d'une façon unique à mieux vivre la relation de couple. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de développer l'un des sujets qui préoccupe de nombreuses personnes, les reproches. Et pourtant, le problème de votre couple n'est presque jamais le contenu de vos reproches. Le contenu de vos reproches, c'est quoi? C'est la vaisselle, l'éducation, l'argent, le temps passé sur le téléphone, à la télévision, avec les copains, dans les activités, à droite, à gauche, dans la famille. Ça, c'est le contenu d'un reproche. Et ça, en fait, c'est la surface du problème. Mais le problème, c'est presque jamais ce fameux contenu. Ça, c'est important. Si vous repartez au moins avec ça aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment super. Du coup, pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut plonger sous la surface, justement. Il faut aller voir au niveau de la neurobiologie et de la théorie de l'attachement.
Donc ça, c'est un des aspects que je travaille au niveau des reproches. Parce qu'il faut comprendre que notre cerveau, donc le vôtre et celui de la personne avec qui vous êtes en relation, ne fait aucune différence entre une menace de mort physique, comme un vrai prédateur dans la jungle, et une menace de déconnexion émotionnelle avec la personne qu'on aime, avec notre partenaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous recevez ou lorsque vous émettez un reproche, votre amygdale, l'amygdale qui est comme un détecteur d'alerte du cerveau émotionnel, va s'activer. Comment elle s'active? En libérant du cortisol et de l'adrénaline. Et donc en fait, quand vous recevez ou quand vous lancez ce fameux reproche, il faut juste comprendre que vous n'êtes plus en train de discuter avec l'homme ou la femme de votre vie. Vous êtes déjà en mode survie. Et en mode survie, on ne s'aime pas. On attaque ou on fuit. Et ça, c'est important si vous arrivez vraiment à bien le comprendre aujourd'hui. Et l'accompagnement que je propose va vous donner, au-delà des clés pour mieux communiquer, parce que si la seule communication était simple, bah, il suffirait de lire un livre, un manuel, il y en a plein, et d'appliquer les règles qui sont expliquées là-dedans. Mais en fait, quand je vous accompagne, il y a, au-delà de la communication des clés, il y a une réalité qui est souvent beaucoup plus exigeante et qui va être aussi beaucoup plus libératrice. C'est que ce fameux cercle des reproches ne s'arrête pas en changeant l'autre. Il s'arrête, on le brise, je le brise en changeant la conscience que j'ai de moi dans la relation. Et ça, c'est super, super important. Alors, bien évidemment que ce cercle, en fait, il y a un moment donné, il s'installe un peu à votre insu. Et même avec toute la bonne volonté du monde à ne pas vouloir l'installer, il s'installe. Et du coup, moi, ce que je vais vous proposer de voir, c'est pourquoi finalement votre intelligence, votre amour ne suffit pas toujours à stopper ce cercle. Et je vais aussi vous ouvrir la porte du travail que vous pouvez faire sur vous, qui, seul, va pouvoir permettre de transformer la dynamique du nous. Et je vais vous proposer un premier éclairage. Je vais vous apporter des prises de conscience. Et bien entendu que si vous désirez être accompagné dans cette démarche, je suis disponible pour vous. Comment ça s'organise en quelques mots? Vous allez réserver un appel avec Mélanie. Mélanie, c'est ma collaboratrice, elle est coach et elle est là pour vous guider lors d'un échange offert de 30 à 45 minutes. Pendant cet échange, elle va vous écouter, elle va comprendre votre situation et elle va vous expliquer concrètement ma méthode, celle de Céline, qui combine à la fois la science, la thérapie, le coaching, la psychopédagogie. Et du coup, elle va vous orienter vers la meilleure formule que je vous propose pour vous accompagner, la plus adaptée à vos besoins. Donc, pour ceux qui regardent en rediffusion, vous allez retrouver le lien sous cette vidéo. Et pour ceux qui sont là en direct, je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez déjà regarder les créneaux qu'elle a mis à votre disposition. On est là toutes les deux pour vous accompagner avec ce premier appel. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Maintenant, si on commence ce premier cheminement au niveau des reproches, j'aimerais vous poser une question très simple. Et je vous laisse le temps d'y répondre. Pourquoi, voilà, on va plutôt la tourner comme ça, pourquoi ne faites-vous jamais de reproches à votre boulanger? Ou, alors j'avais préparé avec votre collègue de bureau, mais je pense qu'on peut quand même faire des reproches quand même aux collègues de bureau, mais pas de la même façon. Bref,
Pourquoi on ne fait jamais de reproches au boulanger, euh, aux collègues de bureau, comme on le fait avec notre partenaire de vie? Je vous prends un exemple. Si votre boulanger, il oublie de mettre du sel dans le pain, bah vous allez être déçu, vous allez être peut-être agacé, mais vous n'allez pas ressentir cette décharge électrique, cette envie de lui dire, ah, c'est toujours pareil avec toi, tu ne penses jamais aux autres, à moi, tu ne fais jamais attention à ce que j'aime. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que vous ne faites jamais de reproches à votre boulanger. Et surtout, moi, ce que j'aimerais que vous puissiez juste aujourd'hui amener à votre conscience, mais pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller le faire, parce que demain, tous les boulangers de ceux qui sont présents, ils vont avoir du mal. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre le pourquoi il y a ça. Alors, je vais vous donner la réponse, bien évidemment. Parce que vous n'êtes pas attaché à votre boulanger. Ouais, parce que le boulanger n'est pas votre proche. En fait, il y a une notion vraiment d'attachement. Le reproche, c'est le prix à payer pour l'importance que l'autre a dans votre vie. Je vous la répète celle-là. Je ralentis exprès. Le reproche est le prix à payer pour l'importance que l'autre a dans votre vie. Plus on a une personne de proche, plus en général, il va se prendre des reproches. Là, c'est marrant. Vous avez vu le mot, en fait, reproche, c'est la première fois que je fais attention à comment il est coupé. Reproche, proche, bref. Voilà, j'espère que vous rigolez en même temps que moi parce que c'est quand même assez... c'est là maintenant que je le vois. Mais donc, en effet, souvent, on va faire beaucoup plus de reproches. Bah, par exemple, regardez pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, à nos enfants quand ils font pas ci, quand ils font pas ça, parce qu'en fait, plus on est proche de la personne, plus quelque part aussi on va soit s'inquiéter ou plein de choses. On va le voir aujourd'hui. Mais donc, on va attaquer violemment, donc on va mettre un peu de le mot violent dans la notion de reproche, que les personnes dont nous avons viscéralement aussi besoin. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, lui a mis en lumière et il expliquait que la colère dans une relation intime était souvent, à nouveau on n'est pas sur du 100%, mais souvent une colère d'espoir, une tentative désespérée de rétablir le contact avec une figure d'attachement que l'on sent s'éloigner. D'ailleurs, si je reprends l'exemple des enfants, le tunnel du soir où les enfants sont à l'école toute la journée, ils n'ont pas vu leur figure d'attachement, et en fait ils rentrent, il va y avoir pour certains enfants beaucoup de colère parce qu'en fait ils veulent rétablir le contact avec papa, maman. Et donc, là je vous donne l'exemple, dans le couple, mais en fait n'oublions pas que nous sommes profondément de grands enfants aussi, on a des mécanismes à l'intérieur enfantins, et c'est pas pour dire que nous sommes des enfants, mais quand on rentre le soir, c'est rarement le matin au réveil qu'il y a beaucoup de reproches, à part quand il y a une accumulation. Mais c'est souvent le soir, j'ai pris l'exemple du soir, mais en fait, le soir, on va aussi commencer avec les reproches, et pour certaines personnes, et c'est là que vous devez identifier, c'est une tentative aussi de rétablir le contact avec l'autre que vous n'avez pas vu de la journée. Et donc, quand j'accompagne des personnes, mon premier travail, c'est de faire enlever les lunettes de la posture jugeante. Et on va aller mettre des lunettes pour aller chercher. Et l'idée, c'est de vous accompagner à voir que le reproche n'est pas une preuve de désamour, mais une preuve souvent de perdre l'autre. Et c'est là qu'en fait que mon accompagnement commence. On cesse de juger la forme pour honorer ce qu'il y a sous la surface, le besoin de lien qui crie vraiment en dessous. Et pour comprendre pourquoi le reproche est si puissant, ben, il faut regarder ce qui se passe
dans notre tête. On a tous et toutes, un système nerveux qui a une mission qui est nous maintenir en vie. Stephen Porges, lui, il a développé, expliqué, mis en avant la théorie polyvagale et lui, il explique à partir de cette théorie que notre système de sécurité sociale interne scanne l'environnement en permanence. Si je me sens en sécurité avec mon conjoint, mon système nerveux est au repos. C'est l'état vagal ventral. Je vérifie juste mon son, excusez-moi. Voilà, ça c'est important. Et donc, quand on est dans cet état où le système nerveux est au repos, on est créatif, drôle, tendre. Dès que je perçois une critique, un reproche, un silence trop long, un regard fuyant, le système nerveux bascule en mode combat ou fuite. C'est chimique. C'est pas un manque de volonté. À ce moment-là, le néocortex, c'est la partie du cerveau qui réfléchit, qui est rationnelle, qui connaît les techniques de communication. Il va être littéralement débranché, coupé. Et c'est le système d'alarme qu'on a vu tout à l'heure, l'amygdale, qui va piloter. Le reproche, c'est l'arme de combat. Le retrait, c'est la fuite. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, ne vous en voulez pas de ne pas arriver à communiquer calmement quand vous êtes activé biologiquement, quand le cerveau, il a pété un plomb. Et alors, péter un plomb, dans ma définition, c'est le rationnel est déconnecté. Parce qu'en fait, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de faire des mots croisés alors qu'il y a un lion dans la pièce. Moi, je sais pas, il y a un lion, je monte très loin. Et mon rôle, c'est vraiment de vous apprendre à reconnaître ces signaux qui sont physiologiques avant que, justement, l'incendie va se propager, en fait, dans la relation. On va pas toujours travailler dans le dialogue. On va travailler le maximum sur les situations, les déclencheurs, la compréhension, l'analyse, mettre les lunettes de chercheur. Et puis aussi, bien évidemment, sur la régulation de votre système nerveux. Parce que quand le corps se sent en danger, le cœur reste fermé. Et en fait, si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on dit tu es encore sur ton téléphone? Est-ce qu'on parle vraiment du téléphone? Non. Est-ce qu'on est en train de demander est-ce que j'ai de la valeur à tes yeux? Est-ce que tu me vois encore? Peut-être. Et il peut y avoir encore plein d'autres choses. Et la grosse difficulté dans la relation de couple, c'est que nous exprimons nos besoins de tendresse, de lien, sous forme de critique ou de reproche. Par exemple, le besoin de soutien va devenir tu fais rien ici, tu fais jamais rien ici. Et en plus, pour certaines personnes qui vont utiliser les jamais toujours, ça en rajoute dans cette phrase. Le besoin d'importance va devenir tu penses qu'à ton travail, tu préfères rester au travail. Et la peur de la solitude devient tu es toujours avec tes amis. C'est toujours les enfants avant moi. Et en fait, c'est ça qui crée de profondes déconnexions dans la relation. Parce qu'en fait, en plus, on va utiliser les mots qui vont faire fuir la personne dont on veut se rapprocher. Et c'est là où c'est important de faire un travail de traduction. C'est un moment de douceur où l'on réalise vraiment que derrière l'agressivité de l'un et la froideur de l'autre, il y a deux enfants, deux systèmes, deux cœurs qui éprouvent de nombreuses émotions, sentiments, peurs. Donc par exemple la peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et donc je vous accompagne pour que vous puissiez enfin dire votre peur plutôt que votre colère. Et c'est là que la dynamique, le cercle des reproches va se casser. C'est là qu'on va changer la dynamique. Pas parce que vous avez appris une astuce complémentaire, mais parce que vous avez osé montrer une vulnérabilité.
Une fois qu'on a vraiment compris que le reproche, c'est un cri de détresse biologique, on va se demander, mais pourquoi si on s'aime et qu'on est si intelligent, on n'arrive pas à s'arrêter? C'est là qu'il y a une notion de système. Et avec l'expertise que je propose, je ne travaille pas seulement avec deux personnes séparées ou avec la relation. Je travaille avec les trois entités. La relation de couple, j'espère que juste vous me voyez bien comme ça. Ouais, vous voyez bien mes mains, d'accord? Moi, j'aime bien toujours vous montrer ce schéma. Je travaille avec le premier partenaire, pouce 1. Je travaille avec le deuxième partenaire, pouce 2. Et je travaille avec la relation, cette troisième entité. Et cette troisième entité, je vais le partager plus loin, je parle de cette danse. C'est ça en fait. Parce que la relation, regardez les doigts là qui peuvent vraiment avancer. Regardez, on peut avancer ensemble. En fait, on peut créer une danse. La relation, c'est une danse. Mais moi, j'arrive et j'ai appris des pas. Lui, il arrive ou elle arrive et il a ou elle a appris des pas. Et en fait, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, du coup, sans le vouloir, on va créer des chorégraphies et on reste bloqué là-dedans. Et en fait, dans cette danse, surtout, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Euh, Gottman, il a créé un institut. Et en fait, au fur et à mesure de ses recherches au niveau des couples, il a observé, il a utilisé le mot que on a des patterns répétitifs. Et le plus classique que je vais rencontrer en accompagnement, en général dans 80% des cas que j'accompagne, c'est le cycle poursuite-retrait. D'un côté, on a le poursuivant. C'est pas forcément quelqu'un de colérique par plaisir. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il sent une déconnexion, va ressentir une angoisse profonde, par exemple, hein, et pour lui, le silence de l'autre est une petite mort. Imaginez, tous les jours un truc, une petite sensation de mort. Et du coup, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va poursuivre, il va poser des questions, il va argumenter, il va hausser le ton et il va faire des reproches. Son intention inconsciente, c'est réveille-toi, réagis, montre-moi que tu es encore là. Mais de l'extérieur, ça ressemble à une attaque, à un reproche, une critique. De l'autre, on va avoir la personne qui va être dans le retrait. Et lui aussi, cette personne-là, hein, est terrifiée, mais sa peur va s'exprimer autrement. Face à la tension, son système nerveux peut saturer. Et John Gottman, lui, il appelle ça le flooding, l'inondation émotionnelle. Et d'ailleurs, ils ont observé que vraiment le rythme cardiaque va dépasser les 100 battements par minute. Et en fait, il ne peut pas réfléchir. Et donc, pour sauver ce qui reste de paix, il va se retirer, il va baisser les yeux, il va quitter la pièce, il va se réfugier dans le téléphone, dans la télé. Il va s'emmurer dans un silence. Et son intention, c'est je me retire pour qu'on ne se détruise pas davantage. À l'extérieur, ça va ressembler à de l'indifférence. Et peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être que vous voyez votre partenaire dans l'un de ses rôles. Et c'est ici que je peux vous proposer d'avancer beaucoup plus sereinement en ne cherchant pas qui a raison. Car en fait, vous avez raison tous les deux de votre point de vue émotionnel. Ce qui est important, c'est d'apprendre à nommer la danse au moment où elle commence. En fait, il ne faut plus la laisser vous diriger. Le piège est là. Votre solution, c'est le problème de l'autre. Plus le poursuivant fait de reproches pour obtenir du lien, plus le retrait se retire pour se protéger. Plus le retrait se retire pour se protéger, plus le poursuivant panique et augmente les reproches. Vous avez vu, la danse, c'est ce fameux cercle. Et c'est infini. La boucle de rétroaction infinie est là. Et c'est là, hein, comme je le disais, que la bonne volonté s'épuise. Vous vous dites, ok, c'est bon, demain, je ne lui fais plus de remarques. Mais dès que vous sentez le retrait de l'autre, votre biologie va prendre le dessus et vous allez exploser.
Et vous vous dites vraiment, demain je serai plus présent, mais dès que vous entendez une critique, vous vous fermez. Et c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment ce qu'on appelle en neurosciences la neuroception. Votre cerveau détecte un danger avant même que vous ayez une pensée consciente. Et c'est pour ça que c'est difficile vraiment de sortir de ce cercle seul, parce que vous êtes dans l'image, vous ne pouvez pas voir le cadre en fait, l'extérieur, en dessous, la surface, au-dessus, c'est vraiment figé. Et mon rôle, c'est d'être vraiment celui qui va tenir le miroir pour vous. Je vais vous aider à voir le moment précis où le cercle se ferme, le point de bascule, où vous perdez le contrôle. Et du coup, ensemble, on n'apprend pas à ne plus se disputer, mais on apprend à ne plus laisser le cercle dicter la dynamique de votre soirée, par exemple. Et pour briser ce cercle, il y a une vérité. Vous n'avez pas besoin que l'autre change pour commencer à modifier la dynamique de la danse. Si vous-même, vous changez un rouage dans une machine, en fait, toute la machine est obligée de s'adapter. Du coup, en faisant ce travail sur vous, en comprenant vos propres déclencheurs, vos propres peurs, que ce soit celle d'être abandonné, d'être envahi, il y en a plein des peurs, ben vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie émotionnelle. Et je dis souvent à mes clients, vous ne pouvez pas forcer l'autre à danser une valse s'il veut danser un tango. On ne peut pas forcer l'autre. Mais par contre, on peut décider d'arrêter de danser une danse qui mène au combat. Et c'est souvent dans ces moments-là où on voit la vulnérabilité qui est assumée, que l'autre, ne se sentant plus attaqué, peut enfin aussi déposer son bouclier et être et revenir dans la relation. Et c'est un chemin qu'on fait ensemble, pas à pas. Il y a une erreur souvent qu'on fait tous, c'est on pense que la relation s'abîme lorsqu'il y a des grandes crises. Mais après ces 15 années d'expertise, je peux vous assurer que la relation s'abîme encore plus dans cet intervalle des crises, entre les mots. Et j'aime beaucoup aussi ce que a justement décrit Gottman, parce que je n'aurais pas pu prendre une autre métaphore en fait. Lui, il a développé vraiment ce concept qu'il appelle le compte d'épargne émotionnelle. Chaque fois que vous avez une interaction positive, un sourire, une attention, un merci, bah vous déposez de l'argent sur le compte épargne. Chaque reproche, chaque critique, chaque moment de mépris, c'est un retrait de ce compte épargne. Et puis, justement, en allant chercher d'autres études, parce que je suis vraiment une grande passionnée d'aller voir toutes les différentes approches, les recherches scientifiques, et il y a eu des études qui démontrent. Donc, regardez ce compte épargne, hein. On ajoute, on dépose de l'argent avec une interaction positive, on retire à chaque fois qu'il y a une reproche, une critique, un moment de mépris et aussi les moments de retrait hein, qui ne sont pas sains. C'est-à-dire que ce n'est pas des moments de retrait où je te le dis, ah tiens, je vais prendre un moment pour moi, j'ai besoin de me détendre. Non, non, je parle du moment de retrait où vraiment je ne suis plus dans la relation. Ça enlève. Et donc, il y a eu certaines études qui disaient que il faut 7 attention, compliments pour compenser une critique. Et il y a des fois, et très souvent d'ailleurs, quand j'accompagne, je vous demande et je vous propose, et c'est un exercice que vous pouvez faire là, quelques secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis ce matin, en fonction de votre décalage horaire, vous avez fait des compliments, des intentions positives? Combien? Et est-ce qu'il y a eu des critiques? Et regardez si déjà la balance, où est-ce qu'on en est? Et mettez 1 pour 7. C'est-à-dire pour qu'on ne ressente pas cette critique, ce reproche, il faudrait 7 interactions positives. Est-ce que c'est réellement fait? Donc ça déjà, c'est important que vous puissiez vraiment prendre conscience de ça.
Et maintenant, on va revenir à ce cercle des reproches. Donc, le plus dangereux dans cette dynamique, c'est pas toujours le retrait en lui-même. C'est surtout que votre compte, il commence à être à découvert et regardez comment il peut l'être très vite. Si pour un, un compliment, on en enlève 7. Attendez, je me suis en train de me tromper dans mes calculs. J'adore. Oui, c'est ça, il faudrait 7. Donc, bref, vous avez compris. En gros, regardez comment le compte en banque peut aller très vite. Oui, c'est ça. En fait, une critique, ça enlève 7. Voilà. Une critique, ça enlève 7 compliments. Ça va très vite. Donc, quand on est à découvert émotionnel maintenant, vous avez compris qu'on peut être très très vite à découvert. Mais quand on n'a plus de crédit pour l'erreur de l'autre, parce qu'en plus on fait tous des erreurs, bah, le moindre oubli, de lait par exemple, d'avoir fait ci ou d'avoir oublié de nettoyer la table, va devenir, vu qu'on est à découvert, va devenir vraiment une preuve de trahison, d'abandon. Et ça va devenir vraiment une nouvelle blessure. Et souvent, les couples consultent quand le compte est à zéro, voire très 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 fort en négatif. Et, euh, et donc en vous aidant à reconstruire ça, bah, du coup on recrée vraiment du positif. Et puis la deuxième approche que j'ai, c'est aussi important d'éviter d'arriver à cela. C'est important aussi d'arrêter les retraits immédiats pour pouvoir recommencer très doucement à épargner. C'est toujours un peu plus difficile de reconstruire une relation si on est en faillite émotionnelle. Depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, c'est toujours un peu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, par contre. Ça, c'est la première partie. Je vais continuer sur cette fameuse dynamique des reproches. Est-ce que déjà, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, il y a des sujets que vous voulez que j'aille un peu plus loin, que je développe? Est-ce que tout est compris? Est-ce que tout est clair par rapport à cette première partie? Puis je vais continuer où on va parler justement de la sécurité intérieure. Je vous laisse une petite minute pour écrire. Alors, j'ai une chouette question, je vais répondre maintenant. En fait, on ne peut pas relationner sans attachement. Sauf que ça, je l'explique dans différentes conférences que j'ai déjà données ou autres, c'est qu'en fait, on a différents styles d'attachement. Et donc, il faut aller identifier nos styles d'attachement. Il y en a quatre sécures, et puis il y en a trois qui sont insécures. Et justement, euh, aller identifier qu'est-ce qui parle vraiment. C'est-à-dire quand on a un attachement sécure dans la relation, ben, on va avoir une autre attitude qu'avoir un attachement insécure. Et du coup, euh, c'est toujours intéressant, là je parle des reproches et tout ça, mais c'est intéressant aussi d'aller voir votre propre définition de l'amour. Euh, Parce que c'est une question qui est très, très grande, mais il y a des personnes qui vont comprendre que, enfin qui vont croire que être dans l'amour, c'est être dépendant affectif, c'est être dans la fusion, et ça, souvent, c'est lié à un attachement insécure. Et donc, c'est pas de l'amour à la base. Donc, il faut pas tout mélanger. Est-ce qu'il y a un lien entre la rumination, je pense plutôt, si je relis, et les reproches du matin, surtout du week-end? Alors, il faudrait me donner un peu plus d'informations pour que j'y réponde. Voilà, si tu sais me donner un peu plus juste d'informations ou un exemple de ce qui peut se passer, je pourrais t'aider. Alors, les personnes très perfectionnistes et très exigeantes qui reprochent tout le temps, en fait, de nouveau, ça tu vas voir, on va continuer à creuser sur cette notion de qu'est-ce qu'il y a sous la surface, en fait. Bien évidemment que quelqu'un qui est très perfectionniste et ou très exigeante, bah, en dessous, il y a plein de choses, en fait, vraiment. Euh, Ok, les autres questions, je pense qu'il va y avoir des pistes là encore dans la deuxième partie. Donc je garde vos questions, vous pouvez continuer à me les écrire. Et puis, si j'y ai pas répondu, j'y reviens enfin. Est-ce que c'est OK? Euh,
Hop là, on va parler en effet quand l'histoire des besoins, ça je vais en parler. Ok, et comment expliquer les problèmes sans que l'autre les prenne comme un reproche? Ça va, super. Je vais reprendre toute cette question encore à la fin, parce que justement on va en parler, et comme ça je vais vous donner tout l'éclairage à partir de ce que je vous explique. Super, alors, encore d'autres questions? On passe à la deuxième partie. Quand on est dans ce cercle de reproches, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui nous coûte le plus? Qu'est-ce qu'on paye le plus? En fait, ce qu'on va payer le plus, c'est la perte de notre système de sécurité intérieure. Donc, justement, avec toute la notion d'attachement, en psychologie, en fait, on parle aussi beaucoup de la base de sécurité. Votre conjoint est censé être la personne auprès de qui vous pouvez être moche, fatigué, incohérent, et normalement, sans être jugé. Mais quand le reproche devient la langue par défaut, ben cette base s'effondre. Et donc du coup, vous allez commencer à faire ce que j'appelle l'autocensure de survie. Vous ne dites plus ce que vous ressentez parce que vous anticipez déjà la critique. Vous ne partagez plus vos rêves parce que vous avez peur qu'ils soient tournés en dérision. Vous allez marcher sur des œufs. C'est un état de stress chronique. Et biologiquement, votre corps produit du cortisol en continu. Et le cortisol, c'est l'ennemi de l'empathie. Plus vous avez peur d'un reproche, moins vous êtes capable d'aimer l'autre. C'est un coût invisible, mais il est colossal. Vous perdez l'authenticité. Vous devenez une version lissée et défensive de vous-même. Et je vois souvent ce sentiment euh, d'être vraiment qui est un... Comment... non, je vais le redire différemment. En fait, moi, ce que je vois, voilà, c'est... J'ai le sentiment, voilà, je vais la reformuler comme si c'était moi, j'ai le sentiment, du coup, d'être devenu un étranger pour moi-même au sein de ma relation. Et c'est ça qui est difficile, c'est que on ne sait plus comment faire quand l'autre n'entend pas nos demandes. Vous voyez, il y a plein de choses, en fait. Et ce qui est important, vraiment dans ce cas-là, c'est de restaurer l'espace où l'on peut à nouveau respirer, sans craindre le contre-coup. Puis, on continue un peu plus, où les reproches nous amènent à ce qui va être en souffrance aussi dans la relation, c'est le désir. Le désir a besoin de deux choses dans un couple. De la sécurité pour s'ouvrir et de la distance pour avoir envie d'aller vers l'autre. Les reproches détruisent les deux. Ils détruisent la sécurité. On n'a pas envie d'ouvrir son corps, son intimité à quelqu'un qui vient de nous expliquer pendant 2 heures tout ce qui ne va pas chez nous, qui s'assoit sur nos besoins. Et les reproches détruisent aussi la distance saine, c'est-à-dire que le reproche va créer une forme de proximité toxique, une fusion dans le conflit qui va étouffer le désir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas être un juge ou un parent réprobateur le jour et redevenir un amant, une amante la nuit. Il y a vraiment un coût invisible dans cette dynamique, cette danse du reproche, ce cercle du reproche. Et en fait, l'envie va s'éteindre petit à petit. Alors là, je parle de désir, mais je parle aussi de désir d'être avec l'autre, de désir de passer du temps avec l'autre. Vous voyez, dans le désir, on a différents niveaux en fait. Et le coup ultime, vraiment, de ce cercle des reproches, c'est le glissement vers la solitude à deux. C'est pas la guerre, hein. C'est pas la guerre toujours, hein. Ça, c'est vraiment important. C'est juste, bah, on ne se parle plus que d'organisation, logistique, enfants, travaux, factures, travail. On évite les sujets de fond pour ne pas déclencher le cercle des reproches. Et du coup, on va devenir des experts
en gestion du foyer, du quotidien. Mais on n'est plus des compagnons d'âme, des compagnons même d'amour. Et c'est ce que vraiment j'observe chez de nombreux couples qui pensent que ça va, parce qu'en fait, ils se disputent plus. Mais ils ne se disputent plus parce qu'ils ont abandonné l'espoir d'être entendus. C'est ce que j'appelle le silence de la résignation. C'est pas une fatalité, mais c'est dangereux car c'est silencieux. Et c'est justement pour cela que c'est dangereux. Si vous sentez que ce silence s'installe, c'est le signal qu'il est temps d'ouvrir un espace sécure, comme celui que je propose en accompagnement, pour remettre des mots là où il n'y a plus que du vide. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'absence de dispute est obligatoirement cette dynamique. Car on peut être en couple et avoir une communication posée idéale et donc pas de dispute non plus. Mais on est sur quelque chose qui est sain, qui est safe, qui est secure. Une des questions que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, là maintenant, et que je pose beaucoup à des personnes que j'accompagne, c'est, mais même quand vous avez raison, et que souvent vous avez de bonnes raisons d'être en colère ou déçu, est-ce que c'est votre manière de le dire qui va protéger votre relation? Avoir raison, c'est une satisfaction immédiate de l'ego. Et j'ai envie de vous rassurer, moi, vous, tout le monde a de l'ego. C'est pas mal, c'est pas dangereux, c'est... Ok, l'ego fait partie de l'être humain. On va pas le juger, justement. Mais avoir raison, c'est vraiment une satisfaction immédiate pour l'ego. Je suis la première à adorer avoir raison, n'est-ce pas? Et j'ai toujours raison. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que même mon enfant, quand il veut me contredire, eh ben lui aussi il a raison. Et même mon conjoint, quand il n'est pas d'accord avec moi, eh ben lui aussi il a raison. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que tout le monde a raison, tout le monde a tort. La seule chose, c'est que quand dans le couple, avoir raison, c'est le prix de la défaite, de la destruction du couple, du nous, là, ça fait mal. Et du coup, se responsabiliser, ce n'est pas dire c'est de ta faute. C'est dire quelle est ma part, là, dans cette danse, même si je ne l'ai pas choisie. J'ai quand même une part là-dedans. Et du coup, prendre sa part de responsabilité, c'est sortir de ce rôle de victime du comportement de l'autre. Et du coup, c'est vraiment réussir à se dire, je ne peux pas changer mon partenaire, ma partenaire, mais je peux changer ma manière de réagir à lui, à elle. Et là, en faisant ça, vous cassez le fameux cercle des reproches. C'est la démarche la plus courageuse qui soit. Et c'est celle que j'accompagne chaque jour. Passer du regarde ce que tu me fais au regarde ce qui se passe en moi. Et je suis là pour vous. Après, il y a la volonté, où cette histoire de volonté, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais j'y reviens. C'est que souvent, après une dispute, il y a un espèce de moment de calme, presque de mélancolie, où on se dit, ok, c'est bon, c'est fini, je veux plus ça. La prochaine fois, je ferai attention, je resterai calme. Et vraiment, en général, sauf dans les cas de manipulation, que je n'aborde pas aujourd'hui, donc je le mets de côté et on va parler de la majorité, vraiment. C'est une promesse sincère quand la personne vous dit ça. Et elle y croit de tout cœur. Et vous, quand vous dites je vais arrêter de faire des reproches, je suis persuadée que vous y croyez aussi de tout cœur. Mais il y a une réalité scientifique, c'est que la volonté, c'est une ressource qui est épuisable. Vous pouvez décider intellectuellement d'arrêter les reproches, mais vous ne pouvez pas décider de ne pas être activé émotionnellement. Comprendre ne suffit pas toujours à transformer. Parce que si comprendre suffisait, personne ici ne fumerait, tout le monde ferait du sport matin, midi et soir, personne ne crierait d'ailleurs sur les enfants ne crieraient pas sur nous. Bref, la volonté est une ressource épuisable. Du coup, vous pouvez apprendre à observer ce moment où la volonté lâche
Et c'est ça qu'on va explorer en accompagnement. Ce n'est pas mieux vouloir, c'est apprendre à sentir cette tension monter dans le corps avant que le reproche ne sorte. Et c'est là où vous allez reprendre tout le pouvoir. Et non pas en luttant contre vous-même, mais en comprenant comment votre système fonctionne. Parce qu'à nouveau, si la volonté seule suffirait, vous ne seriez probablement pas en train de m'écouter tout simplement aujourd'hui. Et c'est normal. C'est le simple signe que vous êtes humain. Ce qui empêche le changement et l'arrêt des reproches, c'est parce que derrière chaque reproche se cachent ce qu'on appelle des zones de sensibilité. Des blessures anciennes qui sont souvent nées avant la relation de couple, mais qui vont se réactiver dans la relation de couple. Pour l'un, une remarque par exemple sur le ménage va réactiver une peur profonde de ne pas être assez bien ou de ne pas être respecté. Pour l'autre, une porte qui claque va réactiver une angoisse d'abandon. Ce sont des mécanismes qui sont automatiques parce qu'ils sont gravés dans la mémoire émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'en sortir tout seul, parce qu'il est souvent presque impossible de voir nos propres fonctionnements aveugles sous la surface. C'est pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur aussi pour voir qu'est-ce qui tire mes réactions dans la relation. Et en même temps, c'est aussi pour ça que le couple, c'est la plus belle des dynamiques pour vous faire grandir, pour voir, pour mettre en lumière ce qui est invisible. Et une autre dynamique qui empêche aussi souvent le changement, c'est la peur. Parce que sortir du reproche, c'est aussi accepter de dire j'ai peur au lieu de tu as tort. C'est être extrêmement vulnérable. Et notre système nerveux déteste la vulnérabilité, s'il n'est pas dans un cadre de sécurité absolue. Vous pouvez avoir toute la lucidité du monde. Si vous ne vous sentez pas sécurisé pour aller voir ces zones d'ombre, vous resterez dans vos mécanismes de défense. Et c'est précisément ce cadre de sécurité que je m'attache à construire avec mes clients, pour que l'exploration ne soit plus une menace, mais bien une libération. Imaginez que le reproche, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la seule chose que votre conjoint voit. La glace, le froid, la dureté. Mais sous la surface de l'eau, en fait, il y a une masse immense qui va soutenir cette pointe. Premier niveau, juste en dessous, il y a les émotions. Par exemple, on va prendre la colère. Quand vous dites « tu ne m'écoutes jamais », votre conjoint, il entend la colère. Mais si vous descendez dans l'iceberg, vous allez peut-être découvrir une immense solitude. Vous allez découvrir peut-être le sentiment de ne pas exister dans ses yeux. Et en fait, vous avez ce pouvoir, celui de descendre dans vos propres profondeurs pour identifier ce qu'il y a sous la surface. Et plus vous serez capable de nommer précisément ce que vous ressentez, suis-je agacé, suis-je humilié, suis-je déçu, suis-je terrifié, plus vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur la réaction automatique. Ça, c'est le chemin qu'on va créer ensemble. Ne plus laisser, par exemple, la colère parler à la place du cœur, le besoin. Tout au fond de l'iceberg, il va y avoir vos besoins fondamentaux. Un reproche est toujours, sans exception, un besoin qui n'a pas trouvé son chemin. Un reproche sur les tâches ménagères cache souvent un besoin de considération. Et il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Un reproche sur les sorties cache souvent un besoin de sécurité ou de connexion. Et vraiment, ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que nous avons souvent honte de nos besoins. On va se dire, mais je ne devrais pas avoir besoin qu'il me rassure, je ne devrais pas être si sensible. Et au lieu d'exprimer le besoin, on envoie un reproche. C'est plus sûr pour l'ego, mais c'est dévastateur pour le lien. Vous pouvez vraiment apprendre à transformer vos tu accusateurs en je vulnérable. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Et cette communication non violente, appliquée à ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs, passer de tu es égoïste à j'ai un immense besoin de soutien en ce moment et je me sens seul face à cette charge, ça va tout changer. L'autre ne se sentira pas face à un juge,
mais face à un être humain qui a besoin de lui. Et c'est là que l'amour peut recirculer à nouveau. Il y a aussi autre chose. Souvent, on pense que c'est l'autre qui nous met en colère. Et d'ailleurs, on dit, il ou elle m'a poussé à bout. On fait souvent ça pour ceux qui sont parents avec les enfants d'ailleurs. Et en fait, scientifiquement, c'est inexact. Votre conjoint, votre enfant ne crée pas votre colère, il réactive une charge qui est déjà présente en vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection. Votre partenaire est le miroir parfait de vos propres zones non résolues. S'il oublie quelque chose et que cela déclenche chez vous une rage importante, ce n'est pas à cause de l'oubli, c'est parce que cet oubli résonne avec une blessure ancienne. Peut-être, par exemple, le sentiment de ne jamais avoir été la priorité de vos parents face à des sœurs, à des frères ou autres, ou au travail même de vos parents. Ou, pour d'autres, ça sera la peur de ne pas être respecté. Et du coup, dans cette dynamique de couple, vous pouvez, et c'est là où ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez le pouvoir de changer plein de choses, même quand l'autre ne fait pas de thérapie avec vous, ne va pas cheminer. Vous avez vraiment, vous, le pouvoir de décider de voir votre conjoint plus comme un adversaire, mais comme le révélateur de ce qui demande à être guéri en vous, qui demande à grandir en vous. Et là, on est sur un changement de paradigme total. Au lieu de dire change, toi là, change pour que je n'ai plus mal, on va commencer à se dire qu'est-ce qui en moi a si mal quand il fait cela. C'est ici que le travail en accompagnement, même lorsque le conjoint ne veut pas suivre cette démarche, va devenir aussi un vrai moteur pour la dynamique de couple. Et j'aimerais aussi m'adresser vraiment à tous ceux qui reçoivent les reproches, avec souvent ce qu'on me dit et ce que j'ai entendu, c'est que quand on reçoit constamment des reproches, on a l'impression aussi d'être sous cette douche froide permanente. Et donc, vous allez rentrer chez vous en vous demandant, mais allez, qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? De quoi vais-je être coupable aujourd'hui? Et imaginons que si c'est vous qui êtes dans la, la dynamique de donner des reproches, l'autre va ressentir ça. C'est vraiment important. Donc, que ce soit vous en posture ou l'autre, imaginez un peu. Subir des reproches répétés, c'est pas seulement fatigant. C'est des petits traumas à petits pas là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une dévalorisation chronique en psychologie. À force d'entendre ce qui ne va pas chez vous, vous finissez par intégrer une identité de coupable. Votre estime de soi s'effrite. Et pour poursuivre, John Gottman, lui, il disait que ce qui se met en place à l'intérieur de soi, c'est une dynamique de défense ou le retrait de pierre. Plus vous allez vous murer, l'exemple du mur que j'ai pris tout au départ, vous ne répondrez plus. Non pas par méchanceté, mais parce que votre réservoir est vide. Vous n'avez plus de ressources pour faire face. Et d'ailleurs, ce qu'on va souvent entendre, à quoi bon essayer la thérapie, le travail sur soi, l'accompagnement avec Céline, de toute façon, ça ne sera jamais assez. Et donc, si vous subissez cela, vous avez vous aussi un immense pouvoir, même si vous croyez être impuissant. Ce pouvoir, ça va être de cesser de prendre le reproche personnellement. Ça peut paraître paradoxal, mais rappelez-vous ce qu'on a vu sur l'iceberg. Le reproche de votre partenaire parle de sa peur, de son besoin, de son insécurité. Quand il ou elle crie, ce n'est pas une description objective de qui vous êtes. C'est une description subjective de son état interne, sous l'iceberg. Et du coup, vous pouvez vraiment apprendre à ne plus être le réceptacle de sa tension. Au lieu de vous justifier ce qui va alimenter le cercle ou de vous morer ce qui va l'aggraver, vous pouvez développer moi j'aime bien appeler ça une immunité relationnelle. C'est la capacité de dire avec beaucoup de calme, je vois que tu es en colère et que tu as besoin de quelque chose. Mais c'est là vraiment que le travail sur soi devient nécessaire pour vous aussi. Parce que subir sans rien dire ou fuir systématiquement, ça c'est votre part dans ce cercle de reproches. En vous taisant, vous ne protégez pas la relation, vous la laissez s'asphyxier.
En fuyant, vous confirmez la peur d'abandon de l'autre, ce qui le pousse à crier encore plus fort. Sortir du cercle pour vous, cela signifie apprendre à poser des limites fermes et aimantes. C'est passer de la passivité à une présence solide. Et ça demande vraiment de sortir de la peur de la confrontation. C'est pour cela que dans mes accompagnements, je vous consacre vraiment une part importante à redonner une voix aussi à celui qui n'y arrive plus. On ne peut pas équilibrer une balance si l'un des plateaux a disparu. Donc je vous aide vraiment à retrouver la force de rester présent, sans vous écraser, sans non plus vouloir prendre le lead, pour que le dialogue puisse vraiment remplacer le monologue de la critique. Et ce travail d'identification, donc aller voir sous l'iceberg, poser des limites dans cet aspect-là, des limites fermes, aimantes, exprimer ses besoins, arrêter de tourner en rond dans des schémas, et bien en fait, j'aimerais vraiment que vous sachiez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Parce que, vous l'avez compris, comprendre intellectuellement ce qui se joue ne suffit pas toujours à apaiser ce système nerveux quand il s'emballe. Ça aussi, je vous aide à le travailler avec des outils qui vous parlent à vous, les outils. Parce que une méthode n'est pas forcément valable pour tous les humains sur Terre. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis formée à des multiples outils pour trouver celui qui vous convient. Et donc du coup, si vous désirez vraiment comprendre la mécanique de votre relation et que vous souhaitez sortir de ce cercle, si vous aspirez vraiment à ressentir de l'apaisement, à poser des nouvelles bases, plus saines, plus solides, eh ben c'est possible. Mais c'est peut-être aussi le moment de vous faire accompagner par moi pour voir ce que vous ne voyez plus tout seul. Et du coup, moi, je vous propose de ne pas rester seul avec cette intention de changement. Comme je le disais, ça fait 15 ans que j'ai dédié ma vie professionnelle à accompagner les hommes, les femmes et les couples. Mon expertise, c'est de vous apprendre à mieux vous comprendre, à identifier les dynamiques relationnelles qui vous emprisonnent et surtout à vous donner les clés aussi pour en sortir. Avec plus de 10 000 heures de séances, plus de 3 000 personnes accompagnées, j'ai développé une expertise et une méthode qui me permet aujourd'hui d'identifier très rapidement où se situent les racines de vos difficultés. Et c'est cette expérience, nourrie par mes recherches, mes formations, qui m'a permis de créer une méthode d'accompagnement puissante et rapide. Mon but, c'est simple, c'est de vous rendre autonome le plus rapidement possible et de vous permettre de vivre des relations sereines et épanouies. Parce que chaque personne et chaque dynamique de couple est unique. Vous avez bien vu, j'ai mis le mot souvent dans certains schémas. Je vous ai expliqué, souvent ça va être ça, souvent ça va être ça, souvent ça va être ça. Et oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas tous mis dans le même moule. Donc il faut une approche sur mesure. Une approche pour une personne ne sera pas la même que pour l'autre. On ne soigne pas une blessure d'abandon comme on traite une peur des conflits. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs formules personnalisées pour ceux qui veulent, par exemple, travailler sur eux-mêmes sans l'autre, mais aussi pour ceux qui veulent avancer à deux et qui sont partants. Par contre, pour tout ça, la première étape, c'est de comprendre votre besoin spécifique. Et là, c'est Mélanie qui va être là pour vous guider. Mélanie, elle est coach, c'est ma collaboratrice, et en fait, depuis plusieurs années, elle connaît très très bien ma méthode. Elle va ouvrir, enfin, elle ouvre même, là maintenant, son agenda spécialement pour vous, et elle vous offre un espace de clarté, 30 à 45 minutes. Pendant cet espace, ça va être un temps d'écoute, sans jugement. Elle va vous aider à faire le point sur votre situation et elle va vous expliquer encore plus en détail ma méthode et comment elle peut, cette méthode, cet accompagnement, cette formule, vous aider dans votre histoire à vous. À l'issue de cet échange, elle va vous orienter vers la formule la plus adaptée pour vous. Parce qu'on a une certitude, c'est que j'ai une solution pour vous accompagner. Donc, je vous repartage le lien de Mélanie, hop là, dans l'agenda. Allez-y, prenez votre rendez-vous maintenant, réservez votre créneau. Parce que
Vraiment, pour ceux qui regardent en rediffusion, donc ça sera sous la vidéo, mais vraiment, si vous êtes reconnu dans mes paroles aujourd'hui, si vous sentez que c'est le moment de changer la danse, de changer les pas, de bouger dans ce cercle, allez-y, réservez votre créneau. Prenez ce temps. On est là pour vous aider à retrouver la sérénité dans votre quotidien. Et aussi, bien entendu, si vous avez la moindre question, contactez-moi, contactez-nous par mail. Je suis là pour vous. Mélanie est là pour vous. D'accord? Donc, prenez votre rendez-vous. Merci pour ceux, voilà, qui sont là, qui étaient là. Hop là. Alors, j'arrive vraiment au terme de ce moment qu'on a passé ensemble. Je vous laisse réserver, je vais boire un petit peu d'eau et je vais parcourir l'ensemble des réponses donc, qui ont été posées et qui est resté un petit peu en suspens. Si vous avez encore des questions, allez-y, je suis là avec vous. Et j'espère aussi que ça vous a aidé. S'il y avait, si vous n'avez pas de questions, je serais vraiment intéressée pour vous lire. C'est là, si aujourd'hui il y avait une prise de conscience, euh, quelque chose, ça serait quoi? Parce que c'est toujours intéressant aussi de vraiment, à la fin d'une écoute, de dire waouh, ça m'a permis de. Ça serait quoi? Et voilà, et puis pensez à réserver aussi votre créneau. Mais là, si, donc, soit il y a des questions encore et je vais toutes les regrouper, et en plus, bah, je veux bien, moi, lire vos prises de conscience à la fin de cette conférence, surtout sur le sujet des reproches. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et je vous laisse le temps de boire, de lire et de m'écrire. Un tout grand merci aussi pour ceux qui étaient là. Vraiment, c'est vraiment très chouette. Je vous remercie. Vraiment, je suis là par mail. Avec Mélanie, on est là. Prenez un appel avec elle. On est là pour vous aider. Le fait de faire un reproche égale une peur. Alors, c'est un peu trop simpliste. Je vais juste revenir pour encore un peu. Le fait de faire un reproche, il y a quelque chose en dessous. Donc, souvent, il peut y avoir une peur, mais j'en ferai pas juste une généralité. J'aime bien essayer de ne pas faire de généralité. Mais en tout cas, souvent, il y a quelque chose derrière, hein. Donc, j'ai donné des exemples. Ça peut être une peur. Alors, une critique enlève sept compliments. Voilà, vraiment ça, merci. Vraiment, je vous encourage à observer dans quelle société on est dans une société très critique. Donc, ouais, regardez bien ça. Et peut-être que justement, il y a des personnes qui se disent, mais moi, justement, j'arrive pas à faire des compliments. Pourquoi? Eh bien alors, réservez un créneau parce que j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui se sentent aussi bloquées dans ce qui se joue au niveau des compliments ou quoi que ce soit. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, on travaille ça, enfin, je travaille ça avec vous aussi très fortement. Alors, je me suis reconnue dans le mode survie et je me sens bien souvent en insécurité. Ben oui. Euh, L'insécurité, de nouveau, ça se travaille. L'insécurité, c'est un vrai cheminement. Euh, et avec les bons outils, ça peut aller assez vite. Par contre, il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bonnes compréhensions et la bonne dynamique par rapport à ça pour vraiment spécifiquement se dire, OK, là, je vais aller travailler ma sécurité intérieure. C'est vraiment important. Alors, prise de conscience, un autre regard sur le reproche comme le signe d'un besoin sous l'iceberg. Voilà, besoin, blessure, croyance, bon, bref, tout ce qu'il y a sous l'iceberg. Et quand vous l'avez identifié, je vous invite vraiment à vous faire accompagner pour, donc de nouveau, de ne pas devenir non plus le thérapeute de l'autre, mais bien pour changer un peu cette dynamique que ce que vous avez toujours fait. Alors, dans notre couple, c'est difficile de faire la différence entre un reproche et exprimer un besoin qui questionne l'autre.
Alors, euh, je vais répondre à... Parce qu'il y a une question en fait derrière, moi je vais la retransformer. En fait, exprimer un besoin ne peut jamais questionner l'autre. Donc, pourquoi? Et ça peut être intéressant, on peut le voir ensemble dans les différentes formules. Donc, prenez un rendez-vous vraiment pour que je vous accompagne là-dedans. Parce que là, déjà, dans la dynamique, on voit bien que il y a quelque chose qui est difficile parce qu'il y a tout qui est mélangé. Le reproche, exprimer un besoin, il faut que l'autre se questionne, il faut que l'autre se remette en question, il y a tout un truc là qui est intéressant de dénouer. Parce que je pense que là, en effet, il y a une grosse difficulté parce que tout est un peu mélangé au lieu de prendre du recul et de vraiment revenir à quelque chose de simple. La relation de couple peut être très simple, mais pour ça, il faut pas mettre de la complexité. Alors, et j'ai une question, hein. Et si le conjoint ne se remet jamais en question? Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand on a le conjoint ici qui ne se remet pas en question, mais que vous choisissez de rester dans la danse? En fait, là, de nouveau, il y a un vrai travail à aller faire personnel, du coup, beaucoup plus individuel. Ok. Qu'est-ce qui fait que moi, je reste dans la relation? Qu'est-ce qui fait que j'ai une attente, on peut même aller voir derrière un reproche une attente que l'autre doive se remettre en question. C'est quoi le jugement qu'il y a derrière tout ça? Moi, là, je peux vraiment vous accompagner à aller chercher, creuser ce qui se joue réellement au-dessus de j'ai un conjoint qui ne se remet pas en question. Ça, c'est toujours le diagnostic facile, en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai ou pas vrai, que vous avez raison ou pas raison, puisque de toute façon, dans votre monde, vous avez raison, il ne se remet jamais en question. Ça veut juste dire que vous n'avez pas les bons outils, les bonnes compréhensions pour faire bouger quelque chose, mais déjà à partir de vous. Donc, même quand l'autre ne se remet jamais en question, eh bien écoutez, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en question sur qui je suis aussi dans cette relation? Quels sont mes besoins derrière le fait que l'autre se remette en question? Est-ce que c'est un peu plus clair ça? Je remonte hein, dans les questions. Je vous remets le lien parce qu'on me redemande le lien pour reprendre rendez-vous. Donc allez-y, hop là, pour les personnes, comme ça vous ouvrez la fenêtre, vous remplissez le questionnaire et vous fixez votre rendez-vous avec Mélanie qui vous attend. Alors, je continue, hein, et merci à tous ceux qui doivent partir, mais voilà, hop là. Alors, donc, moi le matin, je fais déjà des reproches car, alors que je lui ai déjà dit, je n'aime pas parler le matin. Et lui me raconte plein de détails sur des trucs dont je me fous totalement. Style quand un film a été réalisé, quelle date, je n'en peux plus de tous ces détails, même le soir en fait. Euh, ok, vous voyez, là, je pense que pour moi, il y a une part de comment j'exprime, alors une vraie part de communication, mais en fait, euh, il y a quelque chose qui est nommé, je vais le dire, c'est genre, je n'ai pas à répéter, je l'ai dit une fois, l'autre doit l'entendre, d'autres doivent le retenir, et l'autre en fait doit fonctionner comme moi je l'ai décidé un jour. Et c'est comme ça que je fonctionne, et il doit s'en souvenir. Vous voyez, dans les reproches, souvent, il y a quelque chose de très compliqué, et ça, je vous aide aussi vraiment à le voir, c'est vos attentes. Vos attentes que vous l'ayez dit une fois la chose, bah, il doit le faire, il doit s'en souvenir. On est en fait quelque part peut-être dans un monde qui est très exigeant et qui suppose que. Donc là, je vous inviterais vraiment à faire un travail justement où je vous questionne sur tout ça, sur comment vous fonctionnez, c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos besoins finalement en fait derrière tout ça. En fait, c'est pas qu'il ne vous parle pas le matin, il y a autre chose. Et là, on va aller creuser les attentes, les besoins à nouveau. Et ça se joue aussi dans la communication et du coup aussi dans nos blessures et nos croyances. Parce que, par exemple, je vous prends un exemple, il y a des enfants qui vont péter un plomb
parce qu'ils ont dit qu'ils aimaient pas les haricots verts à leurs parents. Et en fait, les parents, ils font encore des haricots verts. Vous voyez, les parents qui n'écoutent pas les besoins des enfants. Très intéressant, hein, d'aller voir. Mais imaginez-vous que vous étiez aussi un petit enfant avec des parents qui n'écoutaient pas vos besoins. Donc en fait, le jour où vous avez un mari ou un conjoint ou un copain qui n'écoute pas vos besoins, regardez les blessures anciennes que ça peut réactiver. Donc ça, on le travaille. C'est pour ça que je vous dis, dans ma méthode, moi, j'ai un laser où je vais aller vraiment vous questionner, vous faire voir. Il y a plein de choses où, waouh, on va mettre la lumière en fait sur la difficulté réelle que vous vivez. Et donc vous prenez l'appel avec Mélanie, hein, c'est elle qui va tout vous apporter de la clarté ou quoi que ce soit. Et puis après, elle vous guide sur le meilleur accompagnement avec moi, d'accord? Donc voilà. Pour certains hommes, avoir des demandes en tant que femme, c'est être exigeant parce qu'ils sont en fait égoïstes. Moi, je... Alors, là-dedans, il y a plusieurs définitions que j'aime bien aussi retravailler. Ça veut dire quoi être égoïste? Ça veut dire quoi être exigeant? Et en fait, je pense que je ne ferai pas non plus de généralité pour certains hommes. En fait, pour certaines personnes, quand on a des demandes en face, en fait, c'est être exigeant. Ok, ça veut dire dans quel monde ces personnes-là ont vécu, quelles sont leurs blessures, leur enfance, leurs croyances. Vous voyez, je vous ai dit en début de conférence, et pensez bien à réécouter, vous allez recevoir la rediffusion. Euh, et c'est pour ça que vous allez pouvoir prendre aussi rendez-vous. Si vous ne l'avez pas fait là tout de suite, faites-le aussi en rediffusion, réservez votre créneau. Parce qu'en fait, c'est important d'aller voir, OK, qu'est-ce que je sais de mon partenaire, même s'il ne veut pas faire un travail sur lui, qu'est-ce que je sais de lui que je n'arrive pas à voir pour être dans l'empathie, moins dans des généralités, peut-être aller voir ses blessures, je connais quand même un peu son histoire. Donc, moi, quand vous venez me parler un peu de tout ça, j'arrive à vous apporter un nouvel éclairage pour que, comme je disais donc en début de conférence, on ne mette plus les lunettes de juge, on essaye de mettre les lunettes de chercheur. Et chercher, comprendre, vraiment investir dans cet espace-là, ça apporte beaucoup de paix, beaucoup plus que ce qu'on ne le croit, vraiment. C'est important aussi de se dire, OK, mais tiens, je vais investir pour aller chercher, pour aller observer, pour aller comprendre. C'est vraiment important. Donc j'espère que ça répond à vos questions. Je remonte, hein. Donc, euh, comment faire quand l'autre n'entend pas nos demandes et s'assoit dessus? Alors, là, pour moi, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Déjà, en effet, en travail individuel, ça serait d'identifier, tiens, et de se poser les vraies questions. Pourquoi je suis avec quelqu'un qui s'assoit sur mes demandes? Et quelles sont les demandes? Est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi il s'assoit dessus? Qu'est-ce qui se joue vraiment là-dedans? Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, je me suis aussi spécialisée dans tout ce qui est relations toxiques et manipulation. Et c'est vrai que j'irai creuser s'il n'y a pas un peu de toxicité ou de manipulation quand on est avec quelqu'un qui nous dévalorise, qui s'assoit vraiment sur nos demandes, nos besoins. Voilà, c'est toujours aussi intéressant d'aller creuser un petit peu sur cette dynamique, sur ce mécanisme. Tiens, mais c'est quoi? On nous apprend pas à être en couple, hein, vous le savez, ou en tout cas je vous le redis. Et donc, du coup, moi je vous apprends à aller voir ce que vous ne voyez pas du couple. Et c'est important vraiment de mettre la lumière sur ces modes de fonctionnement. Alors, je suis remontée tout en haut sur les questions. S'il y a encore d'autres questions, écrivez-les moi, hein. Attends, il y en a encore une. Quand on lui dit qu'il n'a pas fait ci ou ça, donc on est dans mon exemple, tu n'as pas fait ci. Je ne suis pas certaine que dans le mode de communication, vous êtes en train de dire, j'ai l'impression que, je pense que vous êtes en tu, et qu'il réagit en mode défense-attaque. Oui, mais toi, tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça, au lieu d'expliquer pourquoi il ne l'a pas fait. Du coup, on n'a plus envie de faire des reproches, mais ça détruit le lien. Alors que paradoxalement,
il n'y a pas de dispute. Donc ça, je pense que maintenant, vous avez l'explication de ce fameux cercle, de cette dynamique. Et surtout, là, je vous encourage à aller faire cette part de travail en vous qui est pourquoi je vais pointer du doigt ce qu'il n'a pas fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'adore faire et vous accompagner pour que vous vous sentiez un peu plus libéré de pourquoi on est dans un mode vraiment tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est au-delà de ce qu'on croit. Et donc voilà, je suis vraiment de là. Je suis vraiment là pour vous aider par rapport à ça. J'étais en train de lire à nouveau. Je redescends aux questions, aux prises de conscience. Bah merci hein, pour ceux qui étaient là. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Dites-moi, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que voilà, je peux encore répondre? Est-ce que vous voulez en savoir plus par rapport justement au fait de réserver un appel? Faites-le. Merci, merci, merci à tous d'être présents. C'est vraiment c'est précieux et je suis ravie de vous avoir apporté mon regard, mon expertise sur cette conférence. Réservez votre appel. Si vous avez des questions après cette conférence en rediffusion, vous nous envoyez un email, vous nous contactez. On est là vraiment pour vous accompagner, quoi qu'il se passe. Euh, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi et, euh, et voilà, et beaucoup de paix surtout, surtout. À très bientôt.